Votre parti? Ce n'est pas notre parti, c'est pour le pays, monsieur. Consolider le système partisan. Monsieur Adibocha, oui. j'ai dit l'objectif. Oui. C'est de parvenir à un nombre réduit de partis politiques qui s'alternent dans la dévolution du pouvoir. Et toute mesure que vous proposez qui vise l'émiettement des partis politiques, elle n'est pas efficiente, elle ne sera pas efficace. C'est de ça que je parle. Sans viser UPBA, n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Le code électoral continue de nourrir les polémiques sur les différents plateaux béninois. Mesdames et messieurs, dans ce numéro de votre émission Free Speech, nous allons décortiquer l'avis de l'honorable Oden Al-Dadaty sur un certain nombre d'articles qui créent la polémique au sein de la population, surtout au sein des partis politiques qui donnent de la voix de plus en plus pour savoir si véritablement ce code électoral sera retouché pour les élections générales de 2026. À en croire un certain nombre d'acteurs politiques, ce code est maintenu et ne sera l'objet d'aucune révision avant 2026. Et même le chef de l'État lui-même a opiné sur cette question. Dans ce studio pour en parler, nous avons invité le président de la commission des lois, le code électoral pour les élections générales de 2026, l'avis de l'honorable Oden Al-Dadaty. C'est le thème de cette émission et sur ce plateau, j'ai avec moi Moïse Soudé. Moïse, bonjour. Bonjour à vous, Valentin. Bonjour au président de la commission des lois, le député Oden Al-Dadaty, à qui nous disons merci pour avoir répondu à notre appel. Nous disons aussi merci à tous ceux qui prennent la peine tous les mardis de nous suivre par ici. Honorable, bonjour. Bonjour, cher ami. Et merci d'avoir accepté cette invitation. Non, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Chaque fois que l'occasion est donnée d'expliquer ce que nous faisons à l'Assemblée nationale, c'est avec plaisir que nous le faisons. Vous êtes là ce matin dans votre casquette de président de la commission des lois. Donc vous êtes dans les arcanes de la maison où se façonnent les lois en République du Bénin, de là où les décisions se prennent en matière de loi. Vous coordonnez donc cette commission-là. Et pour commencer cette émission honorable, on va commencer avec quelques définitions conceptuelles, parce que tout à l'heure, vous allez comprendre la pertinence de cette définition-là. Comment définissez-vous la démocratie? Je n'étais pas venu pour donner des cours de démocratie ni de droit. Je pourrais parler, pour faire court, pour ne pas aller dans des élaborations avancées, dire certaines caractéristiques et quelques éléments essentiels de la démocratie. Donc, globalement et de façon, ce qu'on a appris de façon banale, ordinaire, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Les caractéristiques, cela suppose un état de droit, cela suppose des élections, voilà, l'alternance au pouvoir à travers des élections. Alternance qui ne veut pas nécessairement du changement, mais c'est des mécanismes pour que le peuple, à des échéances régulières, puisse aller aux élections et exprimer sa volonté. Donc j'ai dit état de droit, j'ai dit élection. Il y a un facteur dont les gens ne parlent pas, c'est les considérations économiques. Ce qui a fait dire à quelqu'un ici que la démocratie pourrait être assez de Nescafé. Parce que tout ça là, c'est pour le bien-être collectif que l'on s'engage en politique. Après, il y a un certain nombre de régimes à améliorer autour de cela. C'est un régime de liberté. Et puis voilà, donc état de droit, vous avez dit élection, vous avez dit régime de liberté. Bref, pour moi, il faut mettre en place un mécanisme qui sécurise un peu les deniers publics. Ça, nous ne l'avons pas souvent fait, mais de plus en plus, la démocratie devrait induire des mécanismes qui permettent de protéger les deniers publics. Quand on a fait ça et qu'on a des mécanismes qui permettent d'éviter les abus, je ne dis pas de ne pas limiter les excès. On peut être en démocratie et limiter les excès, mais il ne faut pas permettre les abus. La démocratie ne permet pas les abus. Donc voilà un peu, je le dis pêle-mêle comme ça, pour que chacun puisse
y trouver ces éléments essentiels sans rentrer dans des élaborations. Ok, nous avons déjà planté le décor et nous voulons d'abord savoir, selon vous, qu'est-ce qu'un code électoral? Le code électoral, c'est... Bon, d'abord le code, hein, parce que c'est une loi. Le code, c'est d'abord une loi. Pour parler de ça, il faut un peu faire quelques bonds en avant. Pour d'avant, nous avons eu des lois régissant les élections qui étaient en vrac, je vais dire. À chaque élection, on avait une loi spécifique. C'est ainsi qu'on avait une loi particulière relative à l'élection du président de la République, une loi particulière relative à l'élection de députés, une loi particulière relative à l'élection des conseillers communaux, et ainsi de suite. Et vous allez voir que c'était à chaque occasion, il fallait changer cette loi-là au Parlement, au gré des intérêts partisans, et surtout, dans ce paysage débridé, ça allait dans tous les sens. C'est pourquoi les acteurs politiques ont convenu d'aller vers un assemblage de tout le dispositif qui permet de gérer, d'organiser, de gérer les élections au Bénin. Et donc, tout ce qui était éparse, ça a été regroupé et donc, à travers une loi, et donc une loi code. Donc, le code, ça suppose donc, cet effort donc, de synthèse et de rapprochement de tout le dispositif d'organisation, de monitoring et de suivi des élections dans le pays. Ces deux aspects, hein, c'est pour bien organiser et gérer les élections. Et l'aspect code, je mets l'accent, c'est de faire un gros regroupement pour que tout ne soit pas éparse. C'est un effort qui a été fait à travers les codes en vigueur depuis 2013. Hein. C'est un effort qui a été fait. Cela n'empêche pas que, malgré cela, il y a quelques éléments réglementaires qu'on a par-ci, par-là. Et puis, au niveau législatif, de plus en plus, nous faisons attention parce que quand les lois modificatives viennent, ça a tendance à émietter le code. C'est-à-dire que vous avez un code, il y a des lois modificatives, donc il y a un petit bout dans la version initiale, et puis il faut aller chercher un autre bout donc, dans la version modificative. C'est pour ça que de plus en plus, nous avons tendance, quand il y a des aménagements substantiels, à dire ben, on fait une nouvelle règle de droit. On adopte une nouvelle loi plutôt que de prendre des lois modificatives. Donc le code aussi est tributaire de cela. Et c'est pourquoi le code actuellement en vigueur, quand on parle du code électoral, beaucoup visent le code dans sa version modificative de 2024. Mais il y a des survivances de ce code-là, donc dans la version de 2019, par exemple. Donc voilà, ça semble sûr que je peux dire. Je ne sais pas si je vous ai satisfait. Oui, en 2024, comme vous l'avez rappelé tantôt, le code a été modifié. Oui. Et suite à cette modification, il y a un certain nombre d'articles qui posent problème. Et nous allons commencer par l'article 17, où on reprocherait à ce code de mettre à l'écart les nouveaux majeurs. Oui, les nouveaux majeurs. Vous savez, avec la révision intervenue en 2019, nous avons instauré, à travers la Constitution, les élections générales. On ne l'avait pas. On faisait des élections presque tous les 2 ans et demi. C'était devenu un problème. Et je crois que toute la classe politique et la société avaient commencé par en payer le coût. On a institué les élections générales, ce qui suppose l'élection dans la même année donc des députés, des conseillers communaux et du duo président de la République et vice-président de la République. C'est ça les élections générales. Les élections législatives et communales étant des élections couplées et puis avec autour de 3 mois d'écart l'organisation de l'élection du président de la République. Le problème qui se pose, c'est quoi? Est-ce que vous avez, donc, quand vous faites la législative communale le même jour, et puis deuxième dimanche donc, de janvier, et qu'en avril, vous faites le premier tour donc, de l'élection du duo président de la République et vice-président de la République, il se pose le temps que vous avez
de revoir la liste électorale. Il se pose ce temps. Alors, qu'est-ce que nous faisons alors? Nous avons une année électorale. Quels repères nous prenons? Est-ce qu'on prend la deuxième élection qui s'organise, donc l'élection du duo président de la République et vice-président de la République pour repère, pour fixer la liste électorale qui doit être mise à disposition de la Sénat bien avant, ou bien on prend la première élection de l'année électorale. Nous avons opté souverainement à l'Assemblée nationale de prendre, ce qui est plus raisonnable d'ailleurs, de prendre la première élection de l'année. Donc la liste électorale, elle est conçue sur la base donc, de ceux qui ont 18 ans au jour de la première élection de l'année électorale. Quand vous avez fait ça, le problème qui se pose, c'est que entre ceux qui ont 18 ans, le jour de l'organisation de l'élection couplée législative et communale, et l'organisation quelques mois plus tard de l'élection du président de la République, il y a nécessairement de nouveaux majeurs qui auront l'occasion de voter 5 ans après. Donc c'est ça. Donc quand on veut, il y a des choix qui se font quand on est au niveau du Parlement. Si vous êtes journaliste et puis vous êtes journaliste politique, si vous avez une autre solution, apportez-la. Ce que je remarque souvent, c'est que l'on parle, mais sans vous donner des propositions. Je vous dis le problème qui est posé. Le problème matériel qui est posé. Il faut choisir. Alors, s'il y a des propositions qui permettent, à moins que ceux qui dénoncent cela ne me disent qu'après l'organisation de l'élection de janvier, il faut encore appuyer la liste avant d'aller à l'élection d'avril. Ça peut être une proposition. Je ne la trouve pas, moi, efficace. Techniquement, est-ce que c'est possible? Bon, je ne veux pas dire si c'est possible ou pas. Moi, je ne trouve pas ça efficace. Je ne le trouve pas efficient. Et donc, à partir dont vous faites ce débat à l'Assemblée nationale, certains vont dire peut-être qu'il faut revoir, d'autres vont dire non. Et vous lancez et puis la majorité passe. Et quand la majorité passe, il ne faut pas que la minorité revienne pour dire non, on aurait pu revoir. Non, non, non. Le jeu politique ne se fait pas de cette façon. Et c'est ce qui fait le quiproquo dans notre démocratie. C'est d'ailleurs pourquoi je vous avais demandé la définition de la démocratie au départ. Parce que là, est-ce que... Bon, je n'ai pas dit donc la loi de la majorité. Je ne vais pas dire ça de façon brute, puisque ça ne passe pas sans l'écoute de la minorité. Et c'est ça, et je ne sais pas si on aura l'occasion de dire ces choses-là. Vous voyez, on parle des accords. Vous savez, j'ai fait 30 ans dans la société civile. 30 ans à ne faire que ça. Donc je connais ça. Les accords de Cotonou, ces accords-là portent le nom de Cotonou. C'est quelque chose qui est relatif à la participation citoyenne. Tout à fait. Pour dire que dans l'élaboration et le suivi des politiques publiques, il faut impliquer. Alors, mais quand vous impliquez, vous écoutez, vous en tenez compte dans la mesure du possible. Mais il se fait que dans notre démocratie, c'est la représentation nationale qui, après avoir écouté, tout le monde tranche. Et quand on a fini de discuter, parfois même de discutailler, en un moment vient l'occasion donc de trancher. Et on écoute tout le monde. Chacun parle. Et puis on dit qui est pour, qui est contre. Et c'est ça le nœud. Et on se pose la question de savoir ce qui a été fait pour parvenir à la décision. Est-ce que ça a été fait dans les règles de l'art? C'est à partir de ça qu'on continue à qualifier la démocratie. C'est une majorité qui a des préoccupations politiques, qui doivent avoir des manifestations juridiques. Vous faites le débat. Et que cette majorité, on peut la qualifier de tous les noms, contourne les règles établies pour s'imposer, alors nous ne sommes plus en démocratie. Mais la majorité peut avoir une volonté politique à exprimer à travers des textes juridiques. Dès lors que l'on veille à ce que ça soit fait dans les règles de l'art, celui qui n'a pas eu gain de cause travaille à inverser les rapports de force de façon à ce que demain, sa préoccupation et sa prétention puissent prospérer en démocratie. Mais nous, ce que les plaidoyers et les cris que nous avons, c'est inverser cet ordre des choses pour que celui qui n'est pas majoritaire s'en impose dans sa vision à ceux qui ont pu réunir la majorité autour des débats en cause. Et c'est ça
tout le quiproquo que nous avons. Mais justement, vos adversaires vous reprocheraient d'utiliser aussi l'administration publique pour bloquer. Je veux parler du quitus fiscal dont on parle l'article 42. Là, aux élections de 2023, nous avons vu toute la polémique qu'il y a eu. Mais ce n'est pas parce qu'il y a eu polémique que des faits révélés sont avérés. Je vous donne un exemple, mon ami, il est de l'opposition, le jour où j'ai été chercher mon quitus fiscal, je me suis un peu promené, je suis allé un peu autour après-midi, et les cadres, ils étaient au repos. J'ai dû attendre qu'ils reprennent. J'ai dû me promener dans les bureaux, avant, parce que j'ai attendu, parce qu'on a dit qu'on va avoir la notification, je ne l'avais pas, je me suis porté là-bas. Et quand on a fini par écouter mes doléances, je suis sorti. Je partais quand j'ai rencontré mon ami Jude Lodiou. J'ai fait la reverse pour venir l'orienter, pour qu'il ne fasse pas le tour que moi j'ai dû faire. A-t-il gain de cause ou pas après? Moi, je crois que oui. Vous voyez, c'est ces choses que les gens disent. Et je vais profiter. Oui. S'il vous plaît, vous êtes journaliste. Pour les élections qui viennent. Si quelqu'un vient sur vos plateaux et vient discuter, parce que l'administration l'aurait empêché d'avoir le quitus qu'il mériterait, dites-lui d'écrire à l'administration fiscale au fin de publier sa situation fiscale. Parce que des gens qui sont tapis dans l'ombre, ils sont dans des affaires que moi je ne maîtrise pas, ils n'ont pas le quitus fiscal, mais ils vont embrouiller, embastiller l'opinion par rapport à des dérives qui n'existent pas. La seule manière de le contourner dans notre système, parce que l'administration fiscale n'a pas le droit de publier la situation fiscale de quelqu'un sans son autorisation. Tout à fait. Si quelqu'un vient demain pour vous dire, oui, je mérite le quitus fiscal comme en privé, dites-lui, mais écrivez. Mais ils mettent l'accent sur la lenteur administrative. Je dis, dites-lui d'écrire. Et puis l'autre chose. Maintenant, après, les lenteurs administratives et tout, on a connu. Quand on est allé au dialogue en 2019, ça a été l'une des recommandations. Tout à fait. Et suite à ça, vous avez vu ce que... Et ça ne relève pas de la loi. On a encadré la dérivance à travers la loi parce qu'on a vu les glissements qu'il y a eu. Le législateur dit quoi? Bon, j'encadre. Le législateur a aussi dit, si vous ne donnez pas le quitus fiscal à quelqu'un, il faut écrire et dire pourquoi. C'est ce que le législateur peut faire. Après, le gouvernement a donné des consignes pour faciliter le processus à tout le monde, sans exclusive. Mais il y a plein de personnes de la mouvance qui n'ont pas eu le quitus fiscal. La différence, c'est que quand quelqu'un ne l'a pas, il est de la mouvance, il ne vient pas crier sur le plateau. Et pourquoi? Mais pourquoi il devrait crier? Il ne l'a pas eu. Il ne devrait pas, il ne l'a pas eu. Donc les autres, parce que chaque fois qu'on a des insuffisances, s'il faut venir donc sur les plateaux... Non, mais vous pensez qu'il n'y a pas eu de manœuvre politique dans la délivrance des quitus fiscaux? Il n'y en a pas eu. C'est sans équivoque qu'il n'y en a pas eu. Au contraire, le jour où j'ai vu que les démocrates étaient qualifiés pour participer aux élections, parce que moi, quand il y a une décision de justice, je ne m'extasie pas, je fais attention. Je dis quels sont les déterminants. Quand la Cour constitutionnelle prend une décision, je dis alors, quelles sont les motivations de la Cour? Qu'est-ce qu'on a dit? Et j'ai été lire la décision de la Cour constitutionnelle. Je dis, mais comment? Parce que, ben, on dit qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas. Alors, la Cour dit, les démocrates m'ont saisi parce que certains d'entre eux n'ont pas eu le quitus fiscal, mais l'administration fiscale n'a pas motivé. N'a pas écrit pour dire que tel n'est pas... Mais c'est de la faute de l'administration. Et donc la Cour a donné raison aux démocrates et j'ai compris. Alors après, le problème qui s'est posé aussi de savoir, mais comment on permet aux démocrates de faire des mutations dans sa liste. Et ça, c'est des questions techniques qu'on ne discute pas souvent. Mais moi, je comprends ça parce que si vous êtes tête de liste chez vous et que vous n'êtes pas qualifié du fait que vous n'ayez pas le quitus fiscal et qu'il y a un biais là-dessus parce que l'administration fiscale n'a pas notifié à temps pourquoi vous n'avez pas eu un quitus celle-ci. Mais il ne s'agit pas simplement de vous remplacer par un autre. C'est que c'est toute la liste que vous démobilisez. Et donc je comprends pourquoi la Cour constitutionnelle est permis
aux démocrates de revoir leur liste dans le fond. Et ça, ils ne disent pas que c'est la Cour qui a permis ça. Ils vont vous dire, oui, cette Cour-là, elle n'est pas écoutée. Et à propos de la Cour. Et moi, je dis, je vais vous faire une confidence. Moi, j'étais un jour, avec un certain nombre de la société civile d'antan, invité par le président, l'ancien président de la République, Yahi Boni, qui a fait mettre sur haut-parleur. J'ai beaucoup de respect pour le président de la Cour qu'il a appelé au téléphone. Il a fait mettre ça au haut-parleur. Vous savez, sur les Kos-Lepi, histoire de Kos-Lepi, il y a eu un moment, la société civile m'a désigné comme étant leur représentant. Et le pouvoir politique d'alors, donc dirigé par le président Yahi Boni, ils ont invité leur société civile à Dassa et ils ont changé mon nom. Et la Cour constitutionnelle a invité le week-end ceux qui ont été faits sur hold-up à Dassa pour venir prêter serment. Un week-end, pas de bande défilante. Ça s'est passé chez nous. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est aujourd'hui que nous avons commencé la démocratie et que tout le monde vient parler. C'est pourquoi nous, quand nous venons vous parler, et nous parler parce que nous avons vécu. Et puis après, un jour, le président nous appelle pour... Le président, il dit, vous ne parlez plus. Parce qu'on a fait un combat sur la Lépi, on a fait un combat. Peut-être qu'il a cru qu'on était ses partenaires politiques, mais nous, on était des partenaires de la citoyenneté et du public. Si, mais. Et puis, il met le haut-parleur. Ah, j'avais déjà dit à la Cour de rendre un jugement de Salomon. J'avais déjà dit à la Cour de rendre un jugement de Salomon. Et au professeur Djogbenou de répondre au président Yahi Boni, même si la Cour nous remettait dans notre droit, nous ne siégeons plus là-bas. Ces choses-là, nous ne les disons pas au nom de la République. Et nous allons vous le dire de plus en plus. Afin que nul n'en ignore. Monsieur Adiboja et Monsieur Souré. Oui, parce que ces choses-là, vous ne savez pas. Et vous, je vous écoute et moi je vous suis à la télé. Ces choses, vous ne le savez pas. Ça s'est passé à la présidente de la République. On appelle le président de la République démocratique. Demande d'appeler le président de la Cour constitutionnelle. Et il fait mettre sur haut-parleur. Heureusement ce jour-là, parce que moi j'avais peur de ce auquel j'allais assister. Là. Heureusement qu'au bout du fil, le président de la Cour constitutionnelle n'a pas pris. Ceux qui ont fait, ceux à qui on a demandé de le faire, ils existent. Oui, honorable, alors, le journaliste ne parle que de ceux dont il a la preuve. Si nous n'avons pas la preuve, nous, on ne peut pas... Non, je ne vous dis pas de parler, je vous dis que moi, j'ai été témoin de ça et pourtant, je ne suis pas venu sur vos plateaux criés. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, vous rendez la monnaie. Non, quelle monnaie par rapport à quoi? Non, s'il vous plaît, ne parlons pas... Non, vous avez évoqué un fait, par exemple. Non, j'ai évoqué un fait. Mais quand vous me parlez de monnaie, dites-moi à travers quel fait similaire la monnaie est rendue. Nous n'allons pas le dire en l'air. Non, vous parlez de quoi quand vous parlez de monnaie? Vous avez évoqué par exemple le président de l'UPR qui aurait donc été témoin de ce genre de fait. Mais non, mais je dis, vous avez dit aujourd'hui, nous rendons la monnaie. Et je dis, c'est à travers quel fait que vous nous indiquez là pour qu'on en parle. Je précise. À travers sa définition par exemple de la ruse et de la rage. Non, je parlais dans ce débat. Non, le contexte dans lequel il l'a dit. Vous n'êtes pas tenu de répondre. Mais vous n'allez pas relayer ce genre de discutaillerie. On l'a accusé de quelque chose. Il a eu l'occasion d'en parler. D'accord? Vous savez, quand le président Patrice Talon, l'émission est en train de dévier. Mais on va revenir dans le débat. On va faire une petite incursion parce que j'étais venu pour vous parler du code, mais là on glisse. Si je viens en tant que partisan, mais je vais vous dire des choses. Mais nous sommes dans une mission pédagogique aussi. Et c'est pour ça que le code qui va gouverner les élections, il faut que les citoyens comprennent là où on va. Mais ce que vous dites là, c'est une incursion qu'on va vite fermer, je crois. Oui. Je ne suis pas venu pour ça. Absolument. Moi, je m'étais promis de commencer ce genre de débat à partir de juillet. Et que je sois dans mon rôle de président de la commission des lois. Bien sûr. Pour que pédagogiquement, l'opinion, parce que c'est pour le peuple que nous sommes en train de communiquer ici, que l'opinion comprenne là où nous allons et ce qui est contenu dans le code. Je disais que quand le président Patrice Talon est venu au pouvoir, il n'avait pas d'opposition à l'Assemblée. Je me rappelle, j'étais à table un jour, toutes tendances confondues, FCBE et tous. Et vous savez le rôle que nous avons joué pour l'avènement de M. Patrice Talon au pouvoir. Et le président Talon qui dit à tout le monde, chers amis, je n'ai pas envie de faire du 2 poids, 2 mesures.
Si vous me voyez le faire, alertez-moi parce que telle n'est pas mon intention. Et je vais citer un autre de l'opposition aujourd'hui, Guy Mitokwe, qui était dans le même camp que moi. Lui et moi, on s'est regardé parce que nous voulons de gagner le pouvoir. Nous venons de gagner le pouvoir et notre leader nous met en temps avec ce que nous avons battu aux élections pour dire qu'il ne fera pas du 2 poids 2 mesures entre nous. J'ai dit, ah, Guy, ce que le chef a dit, tu entends? Ça veut dire que nous sommes... Et puis après, il appelle tout le monde. Il dit, vous savez, dans mon projet de société, j'ai promis de réviser la Constitution. Je souhaite que vous m'aidiez à le faire. Mais ce ne serait pas tout. Après ça, j'ai une douzaine de textes de loi. Si vous m'aidez à prendre ça, parce que ce pays-là était à la limite de l'ingouvernable, si vous m'aidez à prendre ça, quiconque prendra le pouvoir au Bénin serait en capacité de gouverner. Parce que là où nous sommes là, ce n'est pas possible. On ne peut pas faire preuve de plus de bonne foi que ça. Toutes tendances confondues. Et puis après, nous avons exigé au Parlement, du gouvernement, de pouvoir accorder à l'Assemblée nationale d'avoir les moyens d'aller populariser le projet de révision constitutionnelle. Naturellement, quand on a fini de le faire, chacun était libre d'avoir son droit de vote. Et vous avez vu ce qui est apparu à travers les urnes. Ce qui s'est passé après tout ce parcours-là, c'est ça qu'on appelle la ruse. Mais qui ne vient pas du camp présidentiel. Ce coup de poignard dans le dos, c'est ça la ruse et la rage. Auquel, donc, je crois, le président Diogbenou a voulu répondre. Malheureusement, c'est allé dans des trucs. Puisque vous me posez la question, je reviens là-dessus. Mais nous prendrons de plus en plus la parole sur cette question afin que, pour que les honnêtes citoyens ne soient pas vilipendés. Pourquoi personne ne dit aujourd'hui que le président Diogbenou a été convaincu de mauvaise gestion, Orden Aladati a détourné ici? Mais c'est des questions, c'est des choses qu'on reprochait à la classe politique. C'est des choses qu'on reprochait à la classe politique. Monsieur le Président, voilà. Tout à l'heure, vous étiez en train de parler de la bonne foi. Et moi, je vais revenir dans le code, notamment l'article 66. Ça, c'est mieux pour tout le monde. Qui parle de... On reproche à cet article-là un manque de précision. Quel article? Article 66. Oui, on reproche à cet article-là un manque de précision sur le mode de nomination des membres du bureau de vote. Alors, les membres de nomination, c'est les amalgames qu'on distille dans l'opinion. Cet article-là, nous ne l'avons pas touché. C'est compte tenu du désordre qu'il y avait autour de la désignation des membres des bureaux de vote que les législateurs, avant même que moi, Orden Aladati, je ne vienne au Parlement. Moi, je suis entré au Parlement avec la 7e législature. Le président Diogbenou, mon titulaire, il a fait 1 an, il est allé au gouvernement et je suis rentré au Parlement à la 7e législature pour faire 3 ans sur 4. Et puis après, il y a eu la 8e législature, nous sommes à la 9e. Ça a été fait avant que moi je n'arrive au Parlement, ça. L'article 66. Mais, non, quand le code change, ce n'est pas les mêmes articles, mais cette disposition, ça a été fait, ça n'a pas été changé. Mais pourquoi? Parce que nous, de la société civile, on avait appelé à ça. On avait appelé à ça, donc les députés ne l'ont pas fait en l'air. C'est parce qu'on mettait des agents de postes de vote. Parce que là-bas, les députés se partageaient ces postes-là. Ça a changé? Ça a changé? Ça a changé, c'est la Sénat qui le fait. C'est la Sénat? S'il vous plaît, c'est la Sénat qui le fait. Parce que les députés le faisaient mal. Ils mettaient leurs cousins, leurs cousines, des personnes qui ne savaient pas tenir une fiche à l'endroit, des gens qui ne savaient ni écrire ni lire. Parce qu'il fallait aller gagner de l'argent, c'est ça que les gens, c'est que les résultats électoraux étaient biaisés. C'est pourquoi la classe politique, avant que ne vienne au pouvoir, le président Patrice Talon a dit qu'il fallait changer, ils ont changé entre eux. Nous, on n'a pas touché à ça. Oui, mais maintenant, quand vous n'avez pas touché à ça, vous ne vous êtes pas posé la question de savoir quels sont les principes de base à partir desquels il faut mais tout le monde sait, la Sénat fait un appel à tous les partis politiques. Ce que nous, les partis, ne faisons pas assez. La Sénat a fait appel aux partis politiques et envoie ses agents dans les arrondissements pour dire les Béninois qui remplissent telle condition et qui veulent servir comme agents électoraux, qu'ils viennent s'inscrire. C'est ce que la Sénat fait.
Après, comment la Sénat fait-elle pour savoir tel est de tel parti, n'est pas de tel parti? Parce que c'est des agents électoraux, ce n'est pas des militants de parti. Et cette question-là est revenue. On veut prendre des agents électoraux. Donc, c'est des agents qui sont contrôlés par la Sénat de bout en bout et qui répondent de la Sénat et qui ne devraient pas répondre de leur parti politique. Donc, les partis politiques n'ont pas de main dans non, cette si affaire. un parti politique veut avoir ses militants, il les forme. Aujourd'hui, moi, je suis en train d'en former déjà. Et guette le communiqué de la Sénat et leur dit, allez Inscrivez-vous à l'arrondissement. C'est comme les ACA, les coordonnateurs d'arrondissement. Eux autres, ils sont plus d'un grand niveau, ils doivent s'inscrire en ligne. Et c'est sur cette ligne que la Sénat évalue. Vous appelez tous les partis politiques à commencer déjà la formation de leurs membres pour pouvoir poursuivre. Mais si un parti ne sait pas, ce n'est pas moi qui vais appeler à ça. Un parti, dans sa vocation, devrait le savoir, sinon il n'est pas un parti politique. Autrement dit, il n'y a pas d'accointance entre les partis politiques et la Sénat dans la confection de cette liste. Pas avec la Sénat, mais chacun peut s'organiser à travers cette unité pour aller à l'assaut de ça. À la base. À la base. Et je vous ai dit que pour l'histoire, la Sénat n'a jamais eu le nom qu'il veut. Quand on fait ça, les gens ne vont pas s'inscrire. Et on a besoin de 1000 personnes, après on a 800, on a 400. Et la Sénat s'en est toujours plein dans ses rapports. Alors, on va avancer. Donc quand on vient intoxiquer sur vos plateaux, c'est cela. Que quelqu'un vienne démentir ce que je dis là, demain sur le même plateau. Alors, on va avancer dans le débat. On va suivre un peu cet extrait de l'honorable Guy Mitokpe et revenir sur ce plateau. D'accord. Il n'est pas évident qu'un autre parti de l'opposition, dans notre contexte, atteigne les 10% sur le plan national, comme je venais de le dire. L'UP et le BE, en revanche, peuvent fusionner leurs voix pour dépasser artificiellement le seuil des 20% sans difficulté. Je prends une circonscription électorale que je connais bien, la 16e circonscription électorale, où nous étions premiers en 2023, c'est-à-dire du 7e au 13e arrondissement. Mais le BE était en difficulté. Je ne sais même pas s'ils ont pu avoir 10%. Ils étaient en difficulté. Et donc, qu'est-ce que cette loi fait maintenant en ce qui concerne les 20%? Cette loi leur permet de mettre leurs voix ensemble et d'imposer que le troisième parti puisse à lui tout seul rechercher les 20%. L'introduction de ces seuils et accords de coalition n'est pas une réforme anodine, mais une manœuvre législative pour écarter l'opposition et contrôler intégralement le paysage politique avant l'élection présidentielle de 2026. Un Parlement entièrement contrôlé par UP Le Renouveau ou le BR pourra ensuite modifier d'autres lois électorales ou institutionnelles pour assurer une transition verrouillée en 2026. Ce que nous suggérons. Nous suggérons qu'il faudrait ramener le seuil d'éligibilité au niveau des circonscriptions électorales à 5% au niveau national. Voilà l'extrait donc de l'honorable Guy Mitokpe et la proposition. Vous avez dit qu'il n'en faut pas assez. Là, il vous fait une proposition, 5%. Vous étiez à 20%. Bon, au niveau de la loi, on est à 20%. Qu'est-ce que vous répondez? Bon, je ne vais pas répondre à Guy Mitokpe. C'est son parti qui a fait une conférence. Si le parti auquel j'appartiens veut, il va organiser une conférence de presse pour répondre. Mais en tant que législateur, simplement, pas partisan nécessairement, j'aurais apporté quelques clarifications. Quelques clarifications. Évidemment, l'honorable Guy Mitokpe dit que ce n'est pas une réforme anodine. Effectivement, la réforme n'est pas anodine. J'ai dit dans une conférence que j'ai eu à donner le 8 avril, que j'ai déjà dupliqué 2 fois d'ailleurs. La dernière en date, c'est le week-end dernier, de la diaspora, pour qu'ils comprennent le code. Je suis dans cet exercice-là et je le ferai davantage. Que la réforme n'est pas anodine. Les chiffres là ne sont pas agités au hasard. Et personne ne se pose la question fondamentale de savoir pourquoi ces chiffres. Pourquoi ces chiffres? En réalité, c'est de la réflexion axée sur les résultats attendus. Les résultats attendus, c'est que plus jamais dans notre pays, on est ce qu'on a connu par le passé avec le multipartisme débridé. Toutes les chapelles politiques ont fait le constat que ça ne pouvait pas amener au développement. La mauvaise gouvernance caractérisée, la corruption généralisée qu'on avait tire leur source de ce multipartisme débridé. Et tout le monde, avant l'arrivée du président Patrice Talon, avait convenu qu'il fallait
remédier à cela. Comment? Les gens, s'ils ont une vision, il faut remédier à ça. Le président Mbedi a dit qu'il faut parvenir à 2 ou à 3 partis politiques avec un financement public adéquat. Le mot du président lors de son investiture. Et son investiture, c'est 2015, en tant que président de l'Assemblée nationale. Le président Yahi Boni dit que nous sommes malades de notre système partisan, il faut réformer. Le président Amosou avec UN et tout, ils ont dit la même chose. J'ai suivi un extrait la fois dernière que j'ai dû relayer même dans ma conférence la fois dernière. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Basile Ahossi, qui a dit exactement que pour lui, il faut avoir 2 partis, 3 c'est trop, intermédiaires. C'est ce que chacun veut, ça. C'est là où nous voulons aller. Le hic, c'est que personne ne dit de façon mathématique ce qu'il faut faire pour aller là. Et ce n'est que le président Patrice Talon qui a osé le faire. C'est tout le problème, au fait. Pour aller là. Mais pour aller là, les gens n'ont qu'à proposer autre chose. L'honorable Mitokwe dit de mener à 5%. Si nous mettons à 5% demain, moi, mon parti Union Progressiste, le Renouveau, va se diviser en 4. Donc, je n'ai pas intérêt à faire ça. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les leaders qui sont obligés de cohabiter dans la discipline du parti, il y a la discipline du parti, il y a le pays, mais n'oubliez pas qu'il y a des intérêts individuels aussi qui peuvent se côtoyer quand on est un leader politique. Alors nous sommes dans cette salle, nous sommes, avec ce que je vois, nous sommes autour de 6 à 8 dans cette salle. Et il y a des règles de jeu. Dans le même parti, les règles établies peuvent en un moment donné ne pas vous arranger. Si ça ne vous arrange pas, vous allez voir 1 ou 2 personnes avec qui peut-être dans le parti vous vous entendez le mieux, et vous dites ces conditions de 5% qui sont fixées là, si nous nous mettons ensemble, nous allons réunir, vous allez quitter le grand parti. Donc c'est par souci de sauvegarder votre parti? Ce n'est pas notre parti, c'est pour le pays, monsieur. Consolider le système partisan. Monsieur Adibocha, oui. J'ai dit l'objectif. Oui. C'est de parvenir à un nombre réduit de partis politiques qui s'alternent dans la dévolution du pouvoir. Et toute mesure que vous proposez qui vise l'émiettement des partis politiques, elle n'est pas efficiente, elle ne sera pas efficace. C'est de ça que je parle. Sans viser UPBA, n'importe quoi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les bases de mise en commun de ces anciens partis politiques-là, les bases ne sont pas clairement définies. Mais comment définir quelque comme base? C'est des partis... Bon, ok. Avant l'avènement du système partisan, amorcé à l'Assemblée nationale dans les années 2017 et consolidé en 2018, il y avait exactement enregistré au ministère de l'Intérieur 278 partis politiques. Beaucoup disent autour de 200, mais j'ai le chiffre exact. 278 partis politiques listés et 19 alliances de partis politiques. C'est ça ce qu'il y avait. Quelle base vous voulez mettre? On a mis des bases. Ce qui a fait que selon les affinités et autres, les regroupements ont pu se faire. Quand vous prenez les partis regroupés dans la mouvance aujourd'hui, vous avez au moins 175 de ces 278 anciens partis que vous trouvez dans les 2 grands blocs qui soutiennent le président de l'Assemblée, le président de la République. Je veux parler UP, le Renouveau, je veux parler Bloc républicain, et vous avez Moël Bénin qui est un parti qui est né avec la réforme, et vous avez Renaissance nationale qui a fait sa mue avec le nouveau système partisan. D'accord? Ça, c'est la mouvance. Ça. Dans tout ce qui avait d'anciens, j'ai fait un travail mathématique la fois dernière, vous ne trouverez qu'à peine 20 qui se retrouvent des mailles dites de l'opposition aujourd'hui. À peine. Dans les 278, il y a une centaine qui est devenue désuet. Soit parce que leur responsable est décédé, soit parce qu'ils sont inactifs et tout. J'ai fait un travail mathématique, je vous ai donné la plaquette. Il faut la lire à la maison. C'est ce que le paysage, depuis la conférence nationale, nous offre. Et les chiffres en 2017-2018 nous donnent. Donc, il faut mettre des mécanismes. Parce que le multipartisme intégral, sans mettre des systèmes de dosage pour la dévolution du pouvoir, n'a pas fonctionné.
Aujourd'hui, le multipartisme demeure intégral. Quand vous voulez créer un parti, on a dosé, c'était 10 par département. Aujourd'hui, il vous faut 15 par commune et consorts. Il faut avoir un siège par département. Quand vous faites tout ça là, vous pouvez créer votre parti. Mais ce que vous ne pouvez pas avoir, si vous n'êtes pas d'envergure nationale, c'est que vous n'aurez plus aucun élu au niveau des conseils communaux. Vous n'aurez plus aucun élu à la députation et vous ne pourrez parrainer personne pour la présidentielle. C'est l'objectif visé. Sans tenir compte de BR, de UP, de démocrates, de personne. C'est ça. L'infrastructure, la superstructure, elle est là. Donc quand on a fait ça, chacun se débrouille. Vous savez ce que moi, mon parti, mon ancienne parti avec lequel on a fait le combat ici s'appelle Alternative Citoyenne. Bien sûr. Et lorsque cet objectif-là a été fixé, nous nous sommes hâtés, on a dissous le parti. Au nom de quoi ceux qui n'ont pas voulu se dissoudre, qui veulent continuer à chose-là, vont vouloir prétendre, nous ne sommes pas un parti comme les autres. Je vous ai dit, les partis de la mouvance là, ils ont dû faire du renoncement. Mais ce que vous ne demandez pas, je vais vous dire quelque chose d'autre. Aujourd'hui, pour quitter, avec la réforme aujourd'hui, si on met le dernier parti dont le président est en difficulté, puisque je l'ai déjà mis ici, actualisé cette fiche que j'ai en main, nous avons 11 partis. Si on ajoute le libéral, ça fait 12, enregistrés au ministère de l'Intérieur. Union progressiste, le renouveau, Bloc républicain, Renaissance, ça va prendre du temps. On en a 12. Dans les 12, il y a 4 qui sont de la mouvance présidentielle. UP, BR, Renaissance, Moël Béné. Il y en a 5 qui ont fait leur déclaration d'opposition. 5. Vous avez SCBE, vous avez GSR, vous avez RE, vous avez LD et vous avez NFL. Ils ont fait, parce qu'au Bénin, pour être opposant, il faut faire une déclaration d'opposition. Il y a certains qui se réclament opposition, qui viennent sur vos plateaux, qui n'ont pas fait la déclaration d'opposition. C'est les amalgames qui sont entretenus, ça. Cela dit, ils peuvent se sentir opposants sans l'avoir fait. Mais faire la déclaration d'opposition suppose des conséquences juridiques. Parce que quand vous avez fait la déclaration d'opposition, vous ne pouvez plus être nommé par le pouvoir. Il faut le connaître, ça. Maintenant, il y en a 3. Si je compte le dernier, hein, le libéral déçu, MPL n'a pas fait de déclaration d'opposition. PFR n'a pas fait de déclaration d'opposition. Et le dernier, le libéral. Mais vous allez prendre MPL, PFR, je les vois dans les réunions de l'opposition. Donc si je les mets... Peut-être ils sont centristes. Non, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Si vous les mettez, en plus de ceux qui sont déclarés régulièrement de l'opposition, ils sont 7. De quelle exclusion on parle? Et chacun de ces 7, la personne ne leur demande de faire ce que nous avons fait pour être 4. On aurait pu être 175. On aurait pu être 175. Ce que nous avons fait pour être 4 aujourd'hui, personne ne demande aux autres de le faire. C'est ce que vous devez relayer. L'objectif, ce n'est pas être donc des patrons solitaires pour espérer remplir les conditions. Tout patron solitaire va échouer face aux critères. Alors, lorsqu'on prend... Je le dis de façon péremptoire, M. Adiboucha. Absolument. Tout patron solitaire ne pourra pas remplir les conditions. Alors, pourquoi passer, peut-être, hein, vous êtes passé de combien à 20%? Ce n'est pas ça le problème. Moi, je ne vais pas discuter sur ça. Je vous dis l'objectif. Et ce qu'on a fait dans les chiffres, c'est ça qui nous permet d'aller dans l'objectif. Si on s'entend sur ça, c'est fondamental. Il y a une vision. Et il y a des efforts à faire. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour remplir les conditions? Je vous ai dit, moi, que j'ai été dissoudre. Et mes militants ont pleuré quand j'ai été dissoudre d'Alternative Citoyenne. Et beaucoup l'ont fait douloureusement comme ça. Chaque parti, vous avez vu la grande RB, elle a fait une tournée pour dire, nous allons fusionner. PSD, à Monsoubrino, ils ont fait tourner pour dire, nous allons fusionner. Des alliances FDU, ils ont fait ça. Pour nous allons fusionner. MADEP a fait tourner pour dire, nous allons fusionner. Ceux qui n'ont pas fait ça, c'est eux qui sont en train de crier sur les plateaux aujourd'hui. Alors, par rapport à ça, hein, pour devenir UPR, ça a été fait? Pour devenir UPR, c'est d'abord UP. Oui. Et je vous ai dit, UP déjà, c'est plus de 100 partis politiques et autres qui se sont regroupés pour faire UP. Mais j'ai une fiche ici, d'accord? J'ai une fiche où, de novembre 2022 à octobre 2024,
nous avons eu la radiation de 8 partis politiques. De novembre 2022 à octobre 2024. Par le ministère? Par le ministère de l'Intérieur. L'ensemble de ces partis-là, c'est qui sont venus grossir encore. Je vous ai dit déjà, UP, c'était une centaine. Mais ça n'a pas suffi. Parce que les conditions sont difficiles. Les discussions continuent. Les négociations continuent. D'accord? L'Union progressiste UP, là, pas une décision de 2022, la décision numéro 01-82 a été radiée de la liste. Le Parti du Renouveau démocratique, PRD, par une décision de 2022, 01-81, a été radié de la liste. Dynamique unitaire, DUD, son président c'est Houdé, a été radié. PER, c'est Nathanaël Koti, j'étais avec lui le week-end, il a été radié de la liste. LNA, en 2022, a été radié de la liste. Ces 5 partis-là ont été radiés parce qu'ils sont venus, certains, fusionner avec l'UP, ce qui a donné UP le renouveau. Les autres se sont auto-dissous et individuellement sont venus adhérer à l'UP, le renouveau. Et la marche continue. Donc quand on dit UP le renouveau, les gens pensent que c'est une île tranquille, c'est beaucoup de renoncement. Quand vous prenez le parti de Houdé, lui seul vaut plus que beaucoup de partis qui viennent sur vos plateaux ici. C'est au cœur aujourd'hui de l'UP le renouveau. C'est ce que nous avons dû faire. Et ce sacrifice-là, demandez à tous ceux qui défilent ici, pourquoi ils ne l'ont pas fait. Mais ma question demeure. Non, j'ai répondu à votre question. Si vous regardez dedans, j'ai répondu. À moins que vous voyez qu'on aille dans des détails inutiles. On va avancer, mais il y a aussi un autre article qui pose polémique, c'est surtout celui 93, la redistribution des feuilles de dépouillement et tout. Comment vous avez fait ça pour qu'on s'en retrouve à 5, alors qu'il peut arriver que le nombre de représentants de partis politiques dépasse les 5? Non, là, c'est qui? Non, je parle du président de la commission des lois. Bon. Je parle de député à l'Assemblée nationale. Bon, là, je suis député à la 9e législature. Président de la commission des lois. Président de la commission des lois. Mais nous n'avons pas touché à ça. Mais ça se faisait comment? Puisque vous êtes un spécialiste des questions électorales. Chers amis, nous n'avons pas touché à ça. C'est des mensonges qui ont été distillés. Ça a été toujours comme ça. Bon, en tout cas, en 2019, ça a été toujours comme ça. Nous n'avons pas touché à cette disposition. Ce n'est que des choses de forme que nous avons touchées. On y va? D'accord? J'ai une plaquette ici. Si je peux avoir la chance de la voir, je vais vous lire pour que... il vaut mieux parce que il y a beaucoup d'intoxication, hein? L'article 93, nouveau. La plaquette que je vous ai donnée là, vous allez voir des choses qui sont mises en gras. Oui. Ce n'est que ça qui a été touché. Je saute, hein, je ne peux pas ne pas tout lire. Le procès verbal de centralisation, ainsi que le procès verbal de compilation par arrondissement, sont établis en 4 exemplaires. Les procès verbaux mis sous scellés comme suit. Un pli scellé destiné à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême selon le type d'élection. Un pli scellé est destiné à la Commission électorale nationale autonome. Un exemplaire de chaque procès verbal est détenu par le coordonnateur d'arrondissement. Le dernier procès verbal de compilation des résultats de l'arrondissement est affiché sur les lieux de centralisation par le coordonnateur d'arrondissement qui en donne également copie à tous les représentants de candidats, de listes de candidats ou de partis. Et nous avons ajouté comme modification en liste et présent. Parce qu'on dit à tous les partis, ça peut être même les partis qui ne se sont pas présentés. Et si quelqu'un n'est pas présent ce soir-là, il peut réclamer, ça peut compliquer. On a ajouté simplement en liste et présent. Évidemment, le dernier paragraphe crée un peu problème. On se demande comment le coordonnateur d'arrondissement en donne copie, il n'y a pas de photocopie. C'est un problème réel. Et à l'occasion de l'examen du code de la fois dernière, ce problème-là a été remonté.
et moi-même président de la commission des lois, devant les collègues, nous avons appelé le directeur général des élections pour dire effectivement ça crée problème, comment on fait? Je vais vous dire son explication. Vous savez, au niveau arrondissement, la centralisation se fait manuellement. Ça veut dire que nous sommes dans un arrondissement. Et tous les résultats des postes de vote sont acheminés à l'arrondissement. Et on vient les prendre centre de vote, c'est-à-dire quartier par quartier. Et on commence par calculer. Et on a le résultat de chaque quartier. Après, qu'on consigne sur le PV là. Et puis après, on vient sommer les résultats de chaque quartier pour avoir le résultat de l'arrondissement. On fait ça pour le premier PV. On le reprend pour le deuxième, pour le troisième, pour le quatrième. Le DGE a dit, si vous dites d'en avoir pour tout le monde, matériellement, ce n'est pas possible. C'est manuel et ça ne crée trop de temps. C'est pour ça que ce qui est dit là, les gens, aujourd'hui, la technologie a avancé. On peut les capter à tous les niveaux, il faut le capter. Matériellement, ça leur crée un problème. Mais comment le législateur entend ça va peut-être baisser, aller dans ça? Il est vrai qu'un autre problème s'est posé quand j'ai écouté les collègues de l'opposition. Ils disent, pour témoigner après, en cas de contentieux, que les institutions ne veulent pas reconnaître leur capture d'écran et autres. Mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que ces institutions chargées donc de l'arbitrage et du contentieux ont les PV. Ils ont les PV. Et donc, quelque chose qu'ils vont arguer, ces institutions reçoivent les PV, au moins, elles. Je vais finir sur ça, vous permettez, je vais finir. Mais le code, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il y a un autre article du code, en amont, qui permet à tous les candidats et représentants de partis politiques de prendre les feuilles au niveau des postes de vote. C'est les PV qui sont faits dans les postes de vote. Ça, par contre, obligation est faite de le donner à tous les représentants de candidats et des partis politiques en lice. Oui, honorable. Mais pourquoi ils ne vont pas appréhender, moi, quand le soir du scrutin, mes délégués ramènent tous les résultats et je centralise moi-même. Oui, mais quand vous retournez à l'article 90 de ce même code-là, on dit que le PV est un bloc en papier carbone spécial comportant 5 feuillets autocopiants et numérotés de 1 à 5. Chaque feuillet numéroté a valeur d'original. Vous mélangez les choses. Vous êtes dans quel cadre, là? Vous êtes au niveau arrondissement ou vous êtes ailleurs? Oui. Les PV qu'on va donner, c'est sous forme de feuillet. Mais c'est ce que je vous dis. Et je dis, la difficulté, elle est là. La difficulté exprimée par la Sénat, elle est là. Donc, nous n'avons pas touché. D'abord, nous ne sommes pas responsables de ça d'abord, que ce soit très clair. C'était comme ça. D'accord? Maintenant, quand on a voulu, parce que ça interpelle, toucher, l'instance chargée de l'organisation des élections me dit, voilà la difficulté matérielle que nous avons. Puisqu'on a réduit le nombre de partis. S'il vous plaît, je ne veux pas... Le Parlement a fini, je ne suis pas venu, je suis venu expliquer ce qui est dans le code. Allons-y. Et je vous explique un peu quelques déterminants. Et je dis, ce qui crée problème, ils ont la possibilité d'aller prendre les originaux des fiches au niveau de chaque arrondissement. Au moins, la loi exige ça. Mais ils ne disent pas ça. Donc, la loi leur permet d'aller au niveau... Honorable, j'aimerais bien comprendre. Oui. La loi leur permet d'aller au niveau arrondissement pour prendre l'original. J'aimerais que vous insistiez sur ça. Mais pour prendre quel original? Vous avez vu maintenant que l'original là n'existe pas pour les partis. C'est ce que je vous explique. Maintenant, comment on fait? Ils prennent les résultats au niveau de chaque poste de vote. Et chacun capte le résultat parce que autant donné que le PV là, il signe. Si le parti n'est pas d'accord, pourquoi il a signé? Lui, il a déjà pris ses résultats au niveau de tous les postes de vote. Ces militants sont au niveau de l'arrondissement. On demande donc aux représentants du parti et du candidat qui est au niveau de l'arrondissement de signer le PV. Tout à fait. Il signe déjà ce qui est mis et il capte. Après, il va comparer avec ses fiches venues. Mais c'est déjà même avec la comparaison. Est-ce que la capture d'écran a valeur juridique? Mais pourquoi vous insistez sur ça? Moi, je ne veux pas aller... Parce qu'on va parler de caducité des documents. En cas de contentieux. Monsieur Soudé, je vais reprendre une énième fois ce que je vous dis. Je vous ai dit que ceci peut être corrigé. Oui. Que le problème a été perçu.
et que l'institution chargée de l'organisation des élections nous a dit cette difficulté relative. Et pourquoi nous allons discuter autour de ça? Donc on peut faire une relecture. Mais tout est possible. Quelle loi ne peut pas être source de relecture, M. Soudé? Mais quelle loi de la République ne peut-elle pas être source de relecture? Mais sans qu'on dise que c'est un instrument de fraude qu'on a fait exprès, c'est ça que je refuse. Et c'est pour ça que j'explique. Et ce que je dis, je crois que les gens qui suivent peuvent comprendre. Donc, au niveau, si moi j'ai cette difficulté en tant que parti politique, je m'organise pour aller prendre toutes les feuilles qui sont authentiques cette fois-ci dans tous les postes de vote. Et quand je viens à la Cour constitutionnelle, je fais la compilation donc, de mes documents authentiques que j'ai par poste de vote pour confondre s'il y avait eu manipulation. Et la Cour même, qui a ses résultats, va bien voir que la centralisation est mal faite. Encore que le représentant du parti qui est là, on dit vous pouvez refuser de signer et dire pourquoi. Si votre calcul est mal fait, vous ne signez pas. Donc c'est de l'amalgame savamment entretenu pour embrouiller l'opinion. Non seulement, ce n'est pas nous qui avions mis ce dispositif-là, ce n'est pas venu à l'occasion de la réforme qui est intervenue. Deuxièmement, le problème a été soulevé, discuté, et compte tenu des difficultés techniques, matérielles à mettre en œuvre ce qui est demandé, nous avons renoncé à ça. En se disant que de toutes les façons, cette difficulté qu'il y a déjà dans le code des facilités qui permettent, au niveau de la transparence du scrutin, de contourner cette difficulté. Honorable, vu les malcompréhensions, vu les mauvaises interprétations de ces différents articles, est-ce qu'il n'y a pas possibilité que les sénateurs de l'Assemblée se retrouvent pour relire le code électoral? Mais M. Soudé, sur ça par exemple, vous pensez que c'est parce qu'ils n'ont pas voulu le faire? Je vous ai dit que le problème a été acté, on a pris une décision. Compte tenu des difficultés, vient le moment de prendre la décision, on dit on laisse comme ça. Maintenant, pourquoi vous voulez obliger à changer ça? Je dis les députés, les 109, ont été. Le problème a été posé. Nous avons écouté la Sénat qui a dit cette difficulté. Et certains ont dit oui, compte tenu de ce qu'ils disent là. Nous ne sommes même pas auteurs de ça, mais nous laissons ça comme ça. Vous voulez une autre méthode pour faire? Que bon, maintenant, tant que la minorité n'est pas satisfaite, on revienne sur les choses. C'est ce que M. Soudé, vous me demandez? En démocratie? Non, M. Soudé, c'est ce que je vais vous demander ça. M. Soudé, c'est ce que vous me demandez. Vous avez expliqué. Nous avons dit que nous sommes allés. Vous pensez qu'on a fait ça sans discuter? Ok, vous avez expliqué que l'article 93... Donc, tant que Guy Mitopé n'a pas... Non, j'ai dit, est-ce qu'il y a possibilité de relecture? Mais toute loi donne des possibilités de relecture. Mais sur le code électoral, le dernier juillet, c'est demi-juillet. Puisque nous n'avons pas quitté la CEDEAO. Et le protocole additionnel dit que sur les tests électoraux, 6 mois avant l'inscription, il ne faut pas toucher, à moins que... Maintenant, si ce qu'ils disent là, ce n'est pas... En fait, parfois vous faites des choses sans appréhender, vous faites, et puis après on attire votre attention. Monsieur Soudé, dans ce cas, vous dites, ah oui, ça nous a échappé. Et on a déjà fait des choses où des aspects nous ont échappé. Mais je dis, dans le cas d'espèce, nous avons appréhendé le problème. Nous avons interrogé l'organe technique chargé de l'organisation des élections. Et la réponse qui a été donnée, c'est cela. Vous êtes responsable. Vous faites comment? Après, je ne veux pas rentrer dans la polémique. Quand l'organe dit c'est compliqué, ça veut dire qu'il faut maintenir en l'état. Ça veut dire, nous avons décidé au Parlement de maintenir en l'état. Et donc, quelle est puisque pour la transparence, ce dont on peut souffrir, c'est la transparence. Et nous avons, dans le même code, quelque chose qui ne permet pas de brouiller les élections. Je vais vous dire quelque chose. Ce qui est querellé là, c'est votre humble serviteur qui a fait mettre ça dans le code. Et je n'étais pas député. C'est l'autre chose que je vous révèle ça. Je suis allé superviser les élections au Ghana. Et le soir du scrutin, il y avait déjà les résultats. J'ai dit, mais comment ils ont fait? On m'a donné quelques jetons. Et je suis resté 3 jours en plus, à mes frais, pour aller étudier ce pourquoi ils ont été si rapides. Et j'ai vu que c'est le système de centralisation. Pendant 3 ans, j'ai fait du plaidoyer. J'étais dans la société civile. Et c'est l'honorable Tadisika qui a fini par m'écouter. Et ils m'ont invité à l'Assemblée. Je n'étais pas député. Je suis allé à l'Assemblée avec un autre, Joël Ataï Gadebe. Oui, de la société civile. Pour aller défendre qu'il faut qu'on rompe avec ce qui se faisait. Ce qui se faisait, vous savez,
C'est le résultat des postes de vote qui venaient directement à la Sénat. Et là, Il y avait des cellules informatiques, on prend un moniteur, un autre, et jamais depuis l'organisation des élections, après la conférence nationale, nous n'avons fini de centraliser les résultats avant de proclamer les résultats, à 100%. C'est ce biais démocratique que nous avons et que l'on veut nous vendre aujourd'hui. C'est nous avons travaillé à ça. C'est pourquoi je dis, M. Adibocha, quand nous sommes là, je suis un expert électoral, hein, c'est ça que je vis, c'est ça que je veux avant d'aller être député. Je vous donne les explications factuelles. Et donc, ces décisions, on ne peut pas le dévoiler. La centralisation, c'est au niveau arrondissement. C'est fait et vous allez signer. Ça évite les déperditions et tout ça. Quand les gens, je prends les résultats des postes de vote de tous les quartiers d'un arrondissement, je fais la compilation et que ça ne correspond pas à ce qu'on a transmis comme étant élément de centralisation, il y a la cour qui est là, qui a l'affiche, qui va faire les calculs et va voir que vous avez raison tout de suite. Mais c'est qu'il y a des partis qui sont paresseux. Ils ne veulent pas aller prendre les résultats dans les postes de vote. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, j'ai demandé à la Sénat de me donner les résultats. Est-ce que c'est le rôle de la Sénat de donner les résultats à un parti politique? On dit que vous avez des délégués partout. Vous vous organisez en tant que parti national. C'est pour ça qu'il faut que les partis soient d'envergure nationale. voilà. C'est pour ça. Parce que si vous êtes isolé, parti, entité personnel, là, vous ne pouvez pas faire ça. C'est pour ça qu'il faut protéger. Il faut accompagner la réforme pour que ce soit des partis d'envergure nationale. C'est ça. Le code dans l'État Oui. nous permet de faire de très bonnes élections. De très bonnes élections. De très bonnes élections. Ça a des exigences, mais des exigences qui s'appliquent à tout le monde. D'accord? Donc, il faut s'y conformer. C'est pour ça en 2019, on a eu les mêmes. Dès lors que la charte, on veut la faire, des gens sont dit au 229, on ne pourra pas. Ça, là, ça ne sera pas appliqué. Vous avez tous participé à ça. Et si bien qu'au moment de se réveiller, il était trop tard. Alors, après, tout le monde a dit Parlement monocolore. Ne faisons pas ça. Il y a des conditions. Quand les gens viennent sur votre plateau, je vous ai dit la liste de ceux qui se réclament de l'opposition. Chacun d'entre eux est resté isolé. Alors que nous sommes 175 ans, nous sommes en train de continuer à faire des efforts de rassemblement. Et ceux qui viennent sur vos plateaux, ils ne veulent pas faire cet effort, ils sont restés isolés. Tout personné. Et vous ne leur demandez pas. Même ceux qui sont dans la coalition de l'opposition, là, il ne faut aucun effort pour aller ensemble. Et pourtant, le code a été voté il y a plus d'un an. Oui, honorable. Vous avez, lors de vos sorties, vous avez montré les différents schémas que nous pouvons avoir au thème de législative de 2026. À savoir, on peut avoir un Parlement acquis à la mouvance, comme on peut avoir un Parlement acquis à l'opposition, comme on peut ne pas avoir un Parlement. Si on se retrouvait dans le troisième on aura un Parlement. Si on se retrouvait dans un schéma où personne n'arrivait à remplir les conditions, qu'est-ce qui va se passer? Bon, déjà, les gens, pour ma conférence, les gens m'ont attribué quelque chose que je n'ai pas dit. À la conférence du 8 avril, moi, je n'ai jamais dit ce que les gens disent qu'on va reprendre les élections. Ça, c'est faux. Je n'ai jamais dit ça à la conférence du 8 avril. Okay. Mais par contre, au lendemain du vote du test, j'étais sur un plateau de l'ORTB. Et les gens se sont posés cette question. Évidemment, en faisant la loi, on va dans les hypothèses. Tout à fait. D'accord? Effectivement, il y a une hypothèse mathématique qui peut s'établir que personne ne l'est. C'est mathématiquement. Mais moi, je dis que c'est une thèse d'école. Vous savez, les thèses d'école, c'est des thèses qui permettent de faire de la recherche. La projection. Même si dans les faits, ça... Et ce que les gens ne voient pas, les 10% sont maintenus. Hein? Tout à fait. D'accord? C'est parce que nous avons fait un bond vers 20%. Et que le législateur lui-même sait que ça peut être difficile à réaliser. Que donc, l'atténuation est arrivée dans la disposition subséquente. Toutefois, accord de coalition parlementaire. Les autres, ils sont 6, peut-être plus 2. Et ils disent qu'ils ne peuvent pas faire coalition parlementaire, que c'est les 4 seuls qu'ils peuvent. C'est un aveu de faiblesse. Voilà. Monsieur Adibocha, c'est un aveu de faiblesse. Ils sont 6. Ils sont 5. Je veux dire, ils sont 5. Plus 2. Et il dit que... Ils sont comme invisibles sur le terrain. Ah, donc ils remarquent qu'ils sont d'accord qu'ils ne sont pas visibles. Mais c'est leur faute s'ils ne sont pas visibles. On ne va pas reprocher à ceux qui ont travaillé, qui ont fait les sacrifices, les efforts pour être visibles. C'est ça ce que nous voulons. Avoir des gens visibles. C'est-à-dire que la réforme, pour assurer la prépondérance de les partis d'envergure nationale dans la dévolution du pouvoir et promouvoir
et promouvoir ceux qui y arrivent. C'est ça, il faut faire la promotion des plus grands. On ne peut pas faire la promotion. Si quelqu'un se sent grand, c'est bon. Mais s'il a fait cet aveu pour dire je ne peux pas, il se met ensemble avec d'autres. S'il ne se met pas ensemble avec d'autres, désormais, moi je vais vous voir demander, mais pourquoi vous ne vous mettez pas ensemble avec d'autres comme les autres l'ont fait pour être grand? Voilà. C'est ça, Monsieur Soudé. Honorable, merci Monsieur beaucoup. Soudé, c'est bon? Oui, c'est bon, ça va. Merci. Je pense qu'on va mettre un terme à cette émission. D'accord. D'accord. Votre mot de fin. Non, je n'ai pas de mot de fin. C'est le code qui a été voté depuis plus d'1 an. Il est difficile, mais il est difficile pour tout le monde. Si on devait tenir compte des résultats des élections dernières, l'UP Le Renouveau ne remplit pas les conditions partout. C'est pourquoi on fait l'effort de tendre la main d'aller vers, et malgré les difficultés, nous essayons de régler à l'interne. L'essentiel, c'est qu'on soit ensemble. Le code est fait pour que ceux qui sont ensemble puissent s'en sortir. Mais si les gens ne veulent pas se mettre ensemble, c'est peut-être parce qu'ils sont forts. Certains disent qu'ils sont eux seuls la nation, le peuple. Si quelqu'un se sent le peuple, ça c'est bon. Il ne peut pas se sentir le peuple et craindre d'avoir sur 120 partout. Il ne peut donc pas être le peuple et craindre d'avoir 1 sur 5 partout. Moi qui suis à la conquête du peuple au quotidien, qui reconnaît mes faiblesses, je tends la main. Je vais vers les autres. J'ai des circonscriptions où je demeure dans des contre-performances. Je ne dirais pas faibles. J'ai des contre-performances dans certaines circonscriptions. Je continue de travailler pour que les 20%. Et si je n'ai pas, je suis en train déjà dans du partenariat. La fois dernière, en début de semaine, mon parti, au niveau de la direction exécutive nationale, a autorisé la haute direction du parti de commencer les discussions dans la perspective d'une coalition parlementaire ou bien de coalition parlementaire éventuelle et d'accord de gouvernance. C'est ça ce que le code dit. Donc la direction a mandaté donc la haute direction au fin de commencer les négociations. C'est la main tendue. Vous ne pouvez pas le faire seul. Il ne faut pas que les gens espèrent réaliser ça en étant seuls. Voilà. Merci. Les objectifs de la réforme du système partisan, c'est d'avoir de grands partis politiques pour travailler à l'émergence de ce pays. Et le code électoral va servir pour les élections de 2026. Et il s'agira donc pour chacun et pour tous de se mettre ensemble pour pouvoir réussir cette mission, quoiqu'elle est difficile déjà à l'avance. Et pour tout le monde. Et pour tout le monde. Mesdames et messieurs, ce sera tout. Moïse Soudé, merci. Merci à vous, Valentin. C'est pour dire aux gens que, contrairement à l'idée qui se répand, nous ne sommes pas une chaîne de l'opposition. Tout le monde peut passer sur ce plateau et donner son avis. La preuve, le président de la commission des lois parti, tous ceux qui peuvent apporter un éclairage au débat en cours sont attendus sur le plateau. Honorable, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. C'est moi. Merci à chacun et à tous d'avoir suivi cette émission. Prochain rendez-vous mardi prochain.